Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, épisode 2 sur un élément majeur, le vilebrequin. Suite et fin donc de cette vidéo composée de 2 épisodes. Et pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1, je vous ajouterai le lien ici en haut à droite. Dans cet épisode qui sera un peu plus court que l'épisode 1, on va parler d'un élément très important, la lubrification des vilebrequins. Et puis nous ferons une passe sur la fabrication de ces pièces si spécifiques. Bon, juste pour rappeler 2 noms essentiels avant de démarrer cette vidéo, si bien sûr vous n'avez pas vu l'épisode 1, sur un vilebrequin vous avez donc les tourillons, donc ici, eux ils reposent directement dans le carter, sur les paliers, et en gros c'est l'axe du vilebrequin, et vous avez du coup les manetons, donc ici, qui eux supportent les têtes de bielle. Et c'est principalement de ces 2 éléments qu'on va parler dans cette vidéo consacrée notamment à la lubrification. On va donc commencer par parler des tourillons. Les tourillons sont alimentés eux par ce qu'on appelle la rampe d'huile, donc directement dans le carter lui-même. Je vous ajouterai un exemple en photo avec en pointillé le circuit de la rampe d'huile. Si on zoome un peu plus au niveau de la zone d'un palier, on retrouve en haut le canal d'alimentation de la fameuse rampe. Au centre, un gicleur de fond de piston qui lui n'est pas toujours présent, ça dépend des moteurs. Et enfin la rainure qui permet à l'huile de circuler autour du palier. A noter, même si je pense que vous le savez déjà, un vilebrequin possède un circuit de graissage interne qui a pour fonction d'alimenter en huile les liaisons avec les bielles. L'huile est donc prélevée au niveau des tourillons pour être envoyée au niveau des manetons. Et donc du coup sur le vilebrequin que j'ai ici, qui est un vilebrequin de moto, vous pouvez voir, si je prends du coup un des tourillons, ici, en fait lui il est percé du coup en diagonale, et en fait si j'y mets par exemple comme là un bout de fil de fer, en fait il ressort du coup directement ici du coup à l'intérieur du maneton. Donc on a bien une alimentation et une liaison finalement entre du coup les tourillons et le maneton. Pour l'alimentation, on retrouve 3 configurations majeures que nous allons rapidement développer. La première solution qu'on pourrait appeler alimentation à 180 est une solution assez basique qui, comme son nom l'indique, propose une alimentation en huile seulement sur 180 degrés au niveau du tourillon. On a donc seulement un des 2 coussinets qui est rainuré, et idem côté carter, on n'aura qu'une seule rainure, mais rien côté chapeau de palier. Bien évidemment, cette solution, qui est une des moins coûteuses, est relativement mauvaise en efficacité. Deuxième solution, la solution avec alimentation sur 360 degrés. Sur cette solution, on va retrouver des rainures dans le carter, mais aussi dans le chapeau de palier. Et idem pour les coussinets, on aura une rainure de chaque côté. Cette solution a comme avantage d'être extrêmement efficace, mais, oui il y a toujours un mais, le petit souci c'est concernant la portée des coussinets inférieurs, car en vulgarisant on pourrait dire qu'il y a beaucoup moins de matière que sur la solution technique numéro 1. Enfin, troisième solution, alimentation à 360 degrés avec perçage des tourillons. Cette solution est un peu un mélange des 2 mondes, car on retrouve une bonne portée sur les coussinets inférieurs, l'efficacité est bonne sans être au niveau de la deuxième solution. En revanche, il faudra percer les tourillons de part en part afin d'avoir l'alimentation à 360 degrés. Bon, passons maintenant au maneton. Là-dessus, il faut retenir une chose, c'est qu'il faut toujours en gros trouver un genre de compromis entre la portée utile des coussinets de vilebrequin, donc notamment au niveau des tourillons, et l'alimentation en huile des coussinets de bielle. De plus, il faut noter que pour les paliers de vilebrequin, le demi-coussinet supérieur est lui soumis aux efforts d'inertie de l'attelage mobile, alors que le coussinet inférieur est lui soumis aux efforts d'inertie, mais aussi et surtout aux efforts de combustion. Et dans le cas d'un diesel, la portée utile du demi-coussinet inférieur devient donc un élément critique. Bon, du coup, on vient de voir que suivant les solutions, on avait certains avantages et certains inconvénients. Je vais essayer maintenant de vous montrer quelques solutions techniques fréquemment utilisées sur des moteurs classiques type 4 cylindres en ligne. La première solution repose sur la solution technique numéro 3 qu'on vient de voir, donc avec une alimentation à 360 degrés, mais avec tourillon percé. D'ailleurs, vous pouvez voir que le tourillon alimente 2 bielles en même temps. L'avantage majeur de cette solution, c'est la portée des coussinets qui est très bonne pour les coussinets inférieurs, mais aussi très bonne pour les coussinets supérieurs qu'on pourrait appeler C1, C3 et C5. Le désavantage majeur est sur l'alimentation en huile des coussinets de bielle qui est un peu limite. C'est du coup une solution qu'on retrouve sur quelques moteurs diesel, étant donné que la portée est plutôt bonne. Deuxième solution, on alimente toujours 2 bielles par tourillon, mais ce coup-ci avec la solution 2, donc alimentation à 360 degrés.
Pour le coup, cette solution est meilleure pour l'alimentation en huile des coussinets de bielle, mais en revanche un peu moins bonne sur la portée des coussinets inférieurs puisque C2 et C4 sont avec rainure. De ce fait, cette solution technique se retrouve à ma connaissance uniquement sur des moteurs essence Atmo et peu chargés. Troisième solution, alimentation à 180 degrés, donc utilisation de la solution numéro 1, mais avec alimentation d'une bielle par tourillon. Cette solution permet d'avoir une bonne portée au niveau des coussinets inférieurs, malgré que celle des coussinets supérieurs soit relativement mauvaise, et l'alimentation d'une bielle par tourillon compense un peu l'alimentation à 180 degrés. Cette solution est assez répandue en essence comme en diesel. Enfin, quatrième solution, alimentation à 360 degrés avec perçage des tourillons et encore une fois avec l'alimentation d'une bielle pour un tourillon. Côté portée, toujours excellente pour les coussinets inférieurs mais pas au top pour les coussinets supérieurs. Le fait d'alimenter à 360 degrés et ça avec une bielle par tourillon donne de bons résultats pour les coussinets de bielle. Cette solution est aussi très répandue sur le marché aussi bien en diesel qu'en essence. Pour vous donner quelques exemples, voilà le vilebrequin d'une Fiat 500 Abarth à moteur 1,4 litre essence. Sur ce moteur, Fiat a choisi la solution numéro 3, donc alimentation à 180 degrés avec une bielle par tourillon. BMW, dans son 4 litres essence 6 cylindres en ligne, utilise la solution numéro 4, donc une alimentation à 360 degrés avec perçage des tourillons et encore une fois avec l'alimentation d'une bielle pour un tourillon. Bon, pour clôturer ce petit épisode 2 sur les vilebrequins, je voulais rapidement vous parler de la fabrication de ces pièces si particulières. Pour commencer, il y a deux façons d'obtenir un vilebrequin, disons, brut. Soit en passant par un procédé de fonderie, soit en faisant appel à la forge. Avant de parler un peu plus des matériaux, voyons un peu les qualités requises pour un vilebrequin. Il faut dans l'idéal un matériau avec une résistance à la fatigue élevée. On préférera aussi avoir un module Young élevé, donc une bonne rigidité afin d'avoir une faible déformation de l'ensemble. Il faut que le vilebrequin ait une bonne conductivité thermique afin d'évacuer la chaleur au niveau des portées, que le matériau choisi ne subisse pas de dégradation de ses propriétés jusqu'à environ 250 degrés et si possible qu'il soit facilement usinable. Pour ces raisons, on a deux catégories de matériaux utilisés, la fonte et l'acier. Si on commence par la fonte, on a souvent pour les vilebrequins de la fonte à graphite sphéroïdale ou souvent appelée fonte GS. Cette fonte un peu particulière a été développée après la Seconde Guerre mondiale. Pour obtenir ses propriétés mécaniques, la fonte GS est enrichie avec du magnésium juste avant d'être coulée. Cela va lui donner une microstructure particulière qui se rapproche de celle de l'acier. Il faut savoir qu'un vilebrequin obtenu par fonderie ne coûte quasiment rien, mais au niveau rigidité et résistance à la fatigue, on est loin d'un vilebrequin en acier forgé. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, la majorité des vilebrequins du marché est forgée. Concernant les vilebrequins forgés, on est souvent sur des aciers faiblement alliés type 4340 avec des propriétés mécaniques très intéressantes. C'est d'ailleurs ce type d'acier qu'on utilise aussi sur les bielles forgées, disons, haute performance. A noter qu'après l'obtention du brut, il reste énormément d'opérations avant d'avoir un vilebrequin terminé. Il faut faire l'usinage des manetons, l'usinage des tourillons, l'usinage des contrepoids, les perçages du circuit de graissage, les opérations de galetage, comme évoqué dans l'épisode 1, et sans oublier l'équilibrage de l'ensemble. Dernière chose avant de clôturer, il faut savoir que de très nombreux vilebrequins subissent des traitements thermiques, donc au niveau des portées, donc les manetons et les tourillons. Le but est d'augmenter la dureté, soit par trempe, soit par cémentation ou nitruration. Pour rappel, la cémentation, c'est en gros faire diffuser le carbone à la surface de l'acier afin de le rendre plus résistant à l'usure. Et la nitruration, c'est un enrichissement à l'azote afin de créer ce qu'on appelle des nitrures, toujours à la surface, afin de faire une couche extrêmement dure. Les avantages majeurs de ce type de traitement, c'est de renforcer la résistance à l'usure du vilebrequin, mais aussi d'améliorer ce qu'on appelle les qualités tribologiques de l'ensemble. En effet, le traitement permet d'obtenir une structure plutôt martensitique, qui est lui un meilleur matériau, si on peut le dire ainsi, pour des applications impliquant du frottement. Et ça tombe bien, on est ici sur une zone très sollicitée tant que le film d'huile n'est pas établi. Bon voilà, on arrive à la fin de ce petit épisode 2 sur les vilebrequins. Je tenais une fois de plus à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et ça me motive donc à continuer. Je profite de ce format un peu plus court que d'habitude pour vous dire que je suis toujours à la recherche d'un partenariat pour tout ce qui touche aux huiles.
L'objectif serait de faire une ou plusieurs vidéos sur les caractéristiques des huiles, car comme je vous l'ai déjà dit, j'ai des connaissances en huile, mais je ne suis pas chimiste, et pour ces raisons, si vous avez des contacts ou si vous-même êtes un spécialiste des huiles, ça m'intéresse. Si un partenariat vous tente, je vous laisse donc en description de la vidéo mon email, et si le cœur vous en dit, n'hésitez donc pas à me contacter afin qu'on fasse un petit sujet ensemble. Bref, comme d'habitude, si vous avez aimé ce petit sujet, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire et quand je pourrai, j'essaierai de vous répondre. Et puis pour la suite, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!